Bonsoir, merci d'être fidèle à Pomme à gratter. Ce soir, on gratte du côté du logement. Notre question, elle est directe, elle est simple. Et pour se loger, on fait comment? Alors, bien sûr, la situation de nos concitoyens n'est pas simple. La crise est passée par là. Et pourtant, il y a des bons plans. On en parle dans cette émission avec de nombreux invités que je vous présenterai dans quelques instants. Premier invité, Chonu, le dessinateur. Mais oui, Jean-Loup. Alors, écoutez, vous savez, on a suivi quelqu'un qui s'appelle François. Donc, c'est un primo-accédant. Donc, il a intégré son logement il y a quelques semaines. Maintenant, il est très heureux. Alors, en plus, il a eu de la chance parce qu'il a eu, c'est ça, sans garantie locative. Voilà. Donc, il a vraiment de la chance. Il est béni des dieux, ce garçon. Voilà, merci d'avoir salué Jean-Luc Béraud. On en parlera avec lui de ce 1% aussi tout de suite après. Alors, nous sommes allés, vous en avez l'habitude, au marché de Caen. On a posé la question aux gens, tout simplement. Et pour se loger, pour le logement, on fait comment? On loue. Parce qu'acheter, ça coûte cher. Propriétaire ou locataire? Locataire. Locataire, ouais. Par obligation? Bah, par obligation, parce que bon, si, il y a des années de ça, j'aurais pu, mais bon, maintenant, c'est presque impossible, quoi. Ouais, locataire, ouais. C'est un peu une philosophie, quoi. On n'est que de passage et d'être locataire, c'est une bonne métaphore pour ce qu'on est sur Terre, quoi. Le logement actuel est très cher par rapport au salaire. Les jeunes ont beaucoup de difficultés à se loger à l'heure actuelle. De devoir bosser 16 heures ou plus de 16 heures par semaine pour pouvoir se loger, entre autres, c'est trop, quoi. Ça ne permet pas de faire des études, en fait. C'est-à-dire qu'à 28, 30 ans, on est encore obligé de demander des cautions de nos parents, des choses comme ça. C'est aussi des choses absurdes, quoi. J'ai deux fils qui sont en colocation sur Caen. Quel âge ont-ils? 28 et 30. Et je pense qu'il faut que les aménageurs demandent aux usagers quel est leur projet de vie. J'ai eu la chance de faire construire, voilà, rencontrer quelqu'un, avoir des enfants, faire construire une maison, ça fait partie effectivement des projets de vie. Il y a des bureaux qui sont vides, il faudrait les aménager pour les gens démunis. Il y a pas mal de solutions qui n'ont jamais été explorées, bloquer les loyers, même obliger les loyers à être baissés, réquisitionner les logements, c'est des choses dont on parle depuis des années, qui n'ont jamais été faites. Pour le logement, c'est simple, je cherche un terrain pour poser une caravane, une alternative au logement dit ordinaire. Ouais, je suis musicien, ouais. Il y a peut-être une chanson sur le logement? J'en ai pas pour l'instant, mais je vais y réfléchir, ouais. Oui, merci monsieur, en tout cas pour votre gentillesse. Je vais débuter avec vous, Jean-Luc Béraud. Alors, comment vous présentez? Je l'ai dit, expert logement? Expert logement, c'est très gentil, mais oui, j'ai travaillé là dernièrement sur un rapport sur la colocation. Colocation. Je retrouve ça dans votre micro-trottoir. Alors, qu'est-ce que vous en pensez d'ailleurs, votre réaction à notre micro-trottoir? Écoutez, il y a une question qui est reprise de manière certes différente, mais c'est le prix, la déconnexion entre le prix du logement et les revenus. Je crois que la France est, de ce point de vue, un tout petit peu déconnectée de ses voisins. Enfin, je pense notamment à l'Allemagne, à la Suisse même. On le disait, je peux le dire d'une manière en forme de boutade, on disait précédemment que la France était en retard au niveau de l'accession à la propriété, puisqu'on n'a que 58% de propriétaires. Mais savez-vous que la Suisse, qui est forcément un pays en déshérence, etc., n'a que 31% de propriétaires. Par contre, l'Albanie, elle, est un modèle certainement, puisqu'il y a 97% de propriétaires. Bon, alors si vous parlez de l'Albanie, nous on parlera de la Basse-Normandie ce soir, mais restez avec nous. Christine Muller, bonsoir. Vous êtes agent immobilier. D'abord, une réaction à ce que viennent dire les gens au marché? Je pense que le logement est un réel problème actuellement. Donc on le ressent à travers les témoignages de chacun. Il y a un témoignage qui vous a intéressé particulièrement? Pas plus, pas moins? Si, la jeune femme qui a dit qu'elle avait eu la chance de pouvoir être propriétaire. Oui, c'est ça, c'est son projet de vie. Monica Mercier, vous venez pour témoigner, on vous entendra, parce que vous n'êtes pas une spécialiste du logement, vous. Non, pas du tout. Voilà. Monica, un petit mot non, sur ce que disent les gens? Justement, il y a tout à l'heure un jeune qui disait cette difficulté d'avoir un logement quand on est jeune. Mais c'est un peu à tous les âges, je crois. Oui, à tous les âges. Alors, très bien. Bon, on en parlera aussi. Avec nous aussi, bonsoir, Gérard Bécher, le président de l'UFC Que Choisir de Caen. Vous, le président de l'UFC, vous entendez quoi dans notre micro-trottoir? J'ai surtout repéré dans votre reportage la difficulté des gens à accéder à un logement, ne serait-ce que locatif. Et c'est vrai qu'il y a un réel problème lorsqu'on veut louer un logement. Eh bien, c'est d'un seul coup 3 mois de loyer qu'il faut avancer. Il y a le premier mois de loyer, il y a les frais d'agence,
d'avance, qui représente aussi un mois de loyer, et puis le dépôt de garantie. Souvent, on n'a pas eu le temps, enfin en général, on n'a pas eu le temps de récupérer le précédent. Donc c'est un vrai problème, surtout pour les jeunes, de louer un logement, et il faudrait faire vraiment quelque chose dans ce sens. Et nous demandons, on peut le dire d'entrée de jeu, si vous souhaitez, que les frais d'agence soient limités et correspondent strictement à ce que dit la réglementation, c'est-à-dire l'établissement de l'acte de location, les frais de bail. Ça marche. Alors on y reviendra, j'imagine, Merci. et puis il faudra que Christine réagisse, puisque vous parlez des jeunes à côté de vous. Anne Marchal, bonsoir Anne. Bonsoir. Alors l'Union régionale pour l'habitat des jeunes, c'est animatrice. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce que vous entendez dans votre micro-trottoir, Anne? Ce qui est extraordinaire, c'est qu'en quelques secondes, il y a déjà plein de choses qui sont dites concernant les jeunes, notamment. C'est vrai que les revenus, et plus on est jeune, c'est plus le cas encore, sont complètement déconnectés des prix du logement. C'est aussi le fait de... Il y a deux personnes qui ont dit, hein, mes fils, 28 et 30 ans, une autre personne, 30 ans, il faut encore demander la caution des parents dans un cas où on est encore en colocation. Donc c'est une indépendance finalement par rapport au logement des jeunes qui s'acquièrent de plus en plus tard, et effectivement plus ou moins à 30 ans. Indépendance, c'est-à-dire capacité à pouvoir assumer financièrement. Donc je vais m'arrêter là, mais déjà en quelques secondes, il y a énormément de choses qui sont dites. Hein. Ouais. Y compris la personne qui parlait d'une certaine manière de nouvelles manières de consommer du logement, de la mobilité. On est de passage et c'est déjà plein de choses sur la réalité. Et de philosophie. Alors le poète, le philosophe de cette émission, c'est Chonu. Oui, mais en fait, il faut quand même d'abord avoir un boulot pour avoir un logement. On est d'accord, Jean-Loup, hein. Donc la solution, c'est faites-vous détester par votre patron et il vous trouvera un logement. Il vous placardisera. Bon, ce sera réduit pour commencer, mais vous êtes au chaud comme ça. Ouais. Non, c'est idiot ce que je dis. Oui, non, c'est très sympa. Alors on va parler dans cette émission, mesdames, messieurs, de location, et puis aussi, pas simplement de location, de l'accès à la propriété. Pas facile ces jours-ci, en tout cas ces temps-ci, de vendre son logement. C'est un reportage que nous propose Aurélie Misery. Elle nous rejoindra dans quelques instants. Regardez ce reportage. Un pavillon de 6 pièces, année 1980, dans l'agglomération caennaise. Un appartement F4 dans un immeuble de la reconstruction quartier Rive-Droite à Caen. 2 biens à vendre depuis plus d'1 an. Marcel vit ici depuis 33 ans. Si elle a mis en vente sa maison en novembre 2011, c'est un peu à contre-cœur. C'est un quartier formidable. Pourquoi? On a un bon voisinage. C'est ça le principal. Un bon voisinage, puis je me plais bien ici. Si je mets ma maison en vente, c'est parce que j'arrive en âge quand même, hein, puis il y a beaucoup de travail. Ça fait beaucoup de travail, alors j'arrive quand même à 84. Hein. Sa maison, un pavillon traditionnel de 124 mètres carrés sur 2 étages, avec pas moins de 5 chambres et un bureau. Beaucoup trop grand pour Marcel, qui se débrouille seul depuis le décès de son mari. C'est aussi à contre-cœur que Nadine et Bernard ont mis leur appartement à vendre. Un logement de 85 mètres carrés dans une petite copropriété avec jardin. C'est très clair. Déjà ça, et puis c'est calme. C'est calme. Alors pourquoi vous vendez? Les étages. On a du mal à les monter maintenant. Et puis on veut se rapprocher de la fille. Voilà, peut-être un peu aussi. Problème, cela fait plusieurs mois que Nadine et Bernard n'ont reçu aucune visite. Pour comprendre pourquoi ces 2 logements restent sur le marché, nous nous sommes rendus chez un agent immobilier de Caen. Nous lui montrons les annonces de ces 2 biens. Pour elle, rien d'étonnant à ce que ni le pavillon ni l'appartement ne trouvent d'acquéreur. C'est le prix. Il y a du potentiel. Mais là, on est dans un prix au mètre carré. On ne tient pas compte de la décoration qui est vétuste. C'est comme si elle était toute relookée, toute refaite. On sait bien qu'il va falloir baisser encore un peu. Oui, mais pas le donner non plus. Oui, parce que sinon, si on le vend pour presque rien, derrière, on ne peut rien racheter. C'est ça le problème. Nadine et Bernard ne se disent pas pressés. Tant qu'ils peuvent monter les 4 étages, ils ne déménageront pas. Marcel aussi préfère attendre. Mais les visites se font rares. Le dernier acquéreur potentiel s'est désisté. Il devait lui-même d'abord revendre son logement et n'y arrivait pas. Alors Marcel ne voit toujours rien venir. Voilà un reportage signé Aurélie Misery qu'on accueille maintenant tout de suite pour nous en parler.
Bonsoir Aurélie. Alors, est-ce que ce sont deux cas isolés ? Bonsoir Jean-Loup. Eh bien non, ce ne sont pas des cas isolés puisque 30% environ des propriétaires surestimeraient leurs biens. Pourquoi? Eh bien, soit parce qu'ils essaient d'amortir leur investissement immobilier initial, voire de se faire une petite marge, c'est légitime, on peut le comprendre, soit parce qu'ils n'ont pas encore pris conscience de la baisse du marché de l'immobilier. Mais surestimer son bien peut être une très mauvaise opération pour les vendeurs, voire contre-productif. Pourquoi? Eh bien parce que le bien reste très longtemps sur le marché et les agents immobiliers disent il se grille ce bien. Les acheteurs vont se dire ah, le bien ne se vend pas, il doit y avoir un loup, alors je vais faire une offre bien en deçà du prix du marché. Et voilà, donc le vendeur est doublement perdant, si je puis dire. Avez-vous quelques conseils à nous donner? Alors, premier conseil, ne pas surévaluer son bien. Essayer de le faire estimer à sa juste valeur. Comment? En sollicitant, pourquoi pas, plusieurs agences immobilières. Un bien correctement estimé doit être vendu dans les 3 à 6 mois. Et puis, deuxième conseil, on peut rafraîchir son bien parce que la première impression compte énormément. Vous savez ce que c'est que le home staging? Oui, on en a entendu parler avec beaucoup d'émissions de télévision en ce moment. C'est faire attention à son bien, enfin à son intérieur, c'est ça? C'est le relooker? Au look, exactement. Le home staging, c'est un concept qui nous vient des États-Unis et qui signifie littéralement eh bien, mettre en scène son intérieur, c'est-à-dire essayer de le valoriser son potentiel en soignant le look, la décoration. Alors ça peut passer par des petites choses, ça peut passer par la pelouse qu'on va tondre, par les vêtements qui traînent par terre et qu'on va ranger, mais aussi, pourquoi pas, retirer les bibelots qui traînent, qui encombrent un peu le salon, ou donner un petit coup de peinture. Ça permet de rafraîchir le bien et ça permet surtout à l'acheteur potentiel de se projeter dans un intérieur agréable. Oui, puis ça évite les pépins, regardez, vous voyez, ça s'impose. Voilà, c'est ça, vous voyez, faut pas prendre, par contre, il ne faut pas prendre le client pour une pomme. Ah non. Aurélie, vous êtes d'accord? Merci de rappeler que cette Ni émission... l'acheteur, ni le vendeur, d'ailleurs. Et ben voilà, c'est important de le rappeler, ça. Merci de rappeler aussi que cette émission s'appelle Pomme à gratter. Merci oui, à tous les deux. Quand même, Christine Muller, quand on entend ce que vient de dire Aurélie, est-ce qu'on pourrait vendre sa maison avec rien dedans, par exemple? Alors, les deux reportages sont assez symptomatiques de ce qu'on voit actuellement sur le marché immobilier à Caen, mais aussi dans toute la France. Donc, certains biens ont du mal à se vendre. Parce que là, on peut donner un petit peu les raisons pour lesquelles... Allez-y, oui, quelles sont-elles? Parce que l'intérieur n'est pas forcément bien aménagé. Souvent, ils sont très bien placés, l'emplacement n'est pas un souci. Autrefois, par exemple, une maison dans le secteur Verson, Bretteville, Louvigny se vendait très très rapidement, parce que ce sont des secteurs proches de Caen. Mais il faut respecter le prix d'un marché. Alors, il faut savoir que lorsque nous allons voir des personnes en tant que professionnels de l'immobilier, on leur donne des conseils, bien entendu. On ne vient pas comme ça en claquant des doigts pour donner un prix. On respecte les prix du marché. Donc, on leur donne notre estimation. Et souvent, ils sont déçus par l'estimation parce qu'il y a une valeur sentimentale. Les gens passaient toute leur vie dedans. Ils ont dépenser tout leur argent pour ça. Et donc, il y a une question de sentiment où c'est difficile de faire fi On des entend sentiments. bien. Gérard Bécher, vous vouliez réagir à ce que dit oui. Christine? Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a aussi, pour une part au moins dans la valeur, le rôle des différents diagnostics qui peuvent parfois sous-évaluer le logement? Je pense notamment au DPE, au diagnostic de performance énergétique. Si on a la malchance d'obtenir une mauvaise note à ce diagnostic-là, évidemment, on aura plus de mal à vendre le bien. Or, ce qui est regrettable, c'est qu'il s'agit à l'heure actuelle, et nous l'avons montré par des enquêtes, il s'agit d'une loterie. C'est-à-dire qu'un même diagnostiqueur a donné pour la même maison, la même maison, 2 diagnostiqueurs différents, on est allé de B à F. Oui, c'est une loterie. Et ça a un coût, le diagnostic. Et c'est un coût qui varie aussi énormément. J'avais une question à poser à Christine Muller. Dans le reportage, on voit que ces personnes attendent pour vendre leurs biens parce qu'elles se disent peut-être que le marché va reprendre. Est-ce qu'elles ont raison d'attendre? Alors, le marché, nous ne savons pas, on ne le connaît malheureusement pas. Et il faut savoir qu'il y a eu une bulle immobilière. Tout le monde a dans son esprit cette euphorie où vraiment les biens de 2000 jusqu'à 2009 se vendaient très facilement. On n'avait même pas besoin de faire beaucoup de choses. Un agent immobilier peut-être donc avait une vie beaucoup plus facile. Et l'acheteur, on attendait les acheteurs. Les vendeurs n'avaient aucune difficulté. C'était même les produits qui manquaient. Alors que maintenant, c'est l'inverse. On a beaucoup de produits et peu de vendeurs.
Peu d'acheteurs, excusez-moi. Ouais. Emmanuel, vous avez parlé d'une loterie. Hein. Il faut savoir qu'il faut toujours gratter actuellement sous logement, surtout dans nos régions, parce qu'il y a de la mérule, voyez-vous. Donc c'est important de gratter pour voir s'il n'y a pas de mérule. C'est une chance au grattage, une chance au tirage, vous voyez. Bon, allez, on va dérouler cette émission du côté, évidemment, des familles de divorcés, familles monoparentales, comme on dit aujourd'hui. Et là, pas simple de se loger, comme on le voit dans ce reportage, signé Pauline Latruite. Allez, vas-y. Je te pousse une fois. Stéphane Donden voit ses enfants toutes les semaines. Dès qu'il quitte son travail à l'aéroport de Carpiquet, il vient prendre l'air dans ce parc avec Sarah et Loane, à défaut d'un jardin. Car depuis son divorce, il a dû revendre sa maison et n'imaginait pas à quel point se loger ressemblait à un vrai numéro d'équilibriste. À mon avis, c'est dû déjà à la flambée des loyers. Les propriétaires prennent de plus en plus de garanties. Moi, on m'a demandé une fois de présenter donc mes 3 bulletins de salaire, ce qui est classique, mon avis d'opposition, ce qui est classique, d'avoir un cautionneur, ce qui est déjà difficile à trouver. Moi, j'ai 45 ans, mes parents... Vous avez un petit peu passé l'âge, quoi. Je pense. Et si je trouve un cautionneur, les mêmes documents, savoir les 3 derniers bulletins de salaire, un certificat comme quoi la personne était propriétaire, il ne voulait pas louer leur appartement sans ces conditions-là. Et pourtant, Stéphane travaille depuis 23 ans dans la même entreprise et gagne 2 200 € par mois. Maintenant, c'est devenu la norme, c'est d'emblée, on ne vous fait pas forcément confiance, même si vous avez un salaire, même si vous êtes dans une société qui, a priori, ne va pas connaître de difficultés dans l'immédiat, même si vous présentez des garanties de bon fonctionnement, si vous présentez vos enfants, même pour prouver que vous avez quand même... Même si on est seul, on a une famille monoparentale, mais c'est une famille tout de même, et qu'on a besoin de ce logement pour assurer la vie au quotidien. Après 8 visites infructueuses, il va se résoudre à appeler une agence qui vient tout juste de lui trouver cet appartement dans le quartier de Venoy, à Caen. Merci. Ça, c'est la chambre de ma grande fille. Alors, avec un ordre tout adolescent, enfin ça va aujourd'hui, avec son petit bureau pour qu'elle puisse travailler, son lit. Ils ont chacun leur espace, chacun leur bureau. Donc un petit lit pour le grand garçon. Quand vous avez 2 enfants qui grandissent, filles, garçons de plus, mais même qui grandissent, ils ont besoin de leur intimité, de leur espace pour travailler tranquillement, parce qu'ils ne travaillent pas au même rythme. Il y en a un au primaire, l'autre au collège. Et puis voilà, ça leur fait du bien de pouvoir se replier dans un endroit qui est qu'à eux. Et moi, je suis ici, c'est bien, hein, quand vous regardez, c'est complètement séparé comme endroit. Il n'y a pas de télé dans cette pièce, c'est une chambre. C'est ma chambre, c'est là que je dors, je suis bien. Et pour ce 75 mètres carrés, dites un prix pour le loyer, 720 € avec les charges. Du coup, la galère continue. Là, c'est la pension plus le loyer. Et là, je passe en moins déjà, presque. Donc... Car Stéphane gagne trop pour avoir un logement social, mais pas assez pour boucler ses fins de mois. Les 10 derniers jours, c'est de l'arbitrage à tout bout de champ, quoi. Savoir est-ce qu'on met du gasoil ou quelque chose dans le frigo, il faut choisir. Je ne vois pas l'avenir de façon très sereine, donc j'essaye de ne pas réfléchir à plus de 2 ou 3 mois pour avoir des vrais projets, quoi. Pas me lancer la tête dans les étoiles pour me tomber par terre, quoi. Voilà. J'essaie de faire au jour le jour, on va dire. J'essaie de faire au jour le jour. Elle est forte, cette phrase, Jean-Luc Béraud. Oui, elle est forte, elle est vraiment symptomatique d'une période qui malheureusement a tendance à empirer. Qu'est-ce que vous voulez dire? En l'occurrence, il y a 2 choses qui me paraissent, moi, évidentes. D'abord, qu'à 45 ans, je crois que c'est l'âge du monsieur, à 45 ans, on a besoin d'avoir une caution, une garantie. Tout juste, il ne faut pas arriver avec l'ensemble de sa famille derrière pour avoir une chance, je le dis en souriant, mais c'est vraiment, quand nous nous sommes attaqués au dispositif de garantie des risques locatifs, c'est bien cet élément-là qui est rapporté dans le reportage, et je dois dire que ça, c'est un élément très fort. Je veux dire, aujourd'hui, je ne vais pas vous donner le nombre de personnes qui déménagent, mais simplement dans le parc privé, vous avez 1 900 000 ménages qui vont se précipiter sur un logement locatif dans le privé. Et là, vous en avez 70 personnes qui n'ont pas possibilité d'avoir derrière eux un garant. Là, il y a un vrai sujet. Il y a un vrai sujet. Et le deuxième sujet, on en revient à ce qu'on disait au départ, c'est la déconnexion entre les revenus et le salaire. Vous restez avec nous. Et le loyer. Et le loyer. Vous restez bien sûr avec nous, Jean-Luc. On accueille tout de suite Pauline Latruite qui a réalisé ce reportage.
Bonsoir. Bonsoir. Alors, on voit bien dans votre reportage la difficulté pour les hommes, pour les papas, mais pour les mamans, c'est pas encore plus compliqué? C'est aussi plus compliqué. J'aimerais justement en parler avec vous, Monica. Vous êtes maman de 3 enfants. Vous étiez propriétaire avant votre séparation. C'est exact. Voilà, et vous êtes aussi responsable export pour l'Allemagne, ce qui explique votre joli accent d'ailleurs. Mais en tout cas, pour dire que vous aviez des garanties pour trouver ce logement. Et pourtant, malgré ces garanties, ça a été compliqué. J'aimerais que vous vous expliquiez pourquoi. En fait, le plus choquant, c'est quand d'abord on choisit l'appartement ou la maison où on voudrait bien vivre ou le visiter tout simplement. Et quand on se présente, on n'arrive même pas à dire combien de temps on travaille dans la société, combien on gagne. Il y a très rapidement, il y a tout de suite la question si on vit seul, la question du mari. Donc quand on dit on est célibataire, on ne veut même pas nous laisser continuer à parler. Et donc ça, c'est vraiment extrêmement choquant. Vous avez des exemples concrets à nous? Une fois, j'ai appelé pour une maison qui me paraissait bien pour mes 3 enfants et moi-même. Et la question était donc à nouveau, rapidement, « Et votre mari gagne combien ?» J'ai dit « Il n'y a pas de mari, je suis divorcée. » Et là, la dame m'a tout de suite coupé la parole et ne voulait pas me laisser parler. Et quand je voulais exposer donc mon salaire, mes expériences, elle m'a dit si vous n'avez pas de mari, si vous tombez malade, qui va donc payer pour vous? Merci, au revoir. Elle a raccroché. C'est vraiment extrêmement choquant. On ne peut même pas accéder à une visite. Voilà. On est catalogué mère célibataire, donc c'est un peu, le mot est peut-être fort, mais c'est un peu de la discrimination quand même, j'ai l'impression. Gérard Bécher, vous avez envie d'intervenir? J'allais rebondir là-dessus, c'est plus que choquant, c'est de la discrimination. Donc je pense qu'il y aurait même matière à vous plaindre. Là. Justement, moi je trouve que ça pose quand même une question, ces témoignages, parce qu'on a l'impression, vu d'ici, que les propriétaires, certes, ont pu être échaudés, ils veulent se protéger, d'accord, mais qu'ils ont un peu tous les droits. Comment on peut faire quand on est locataire pour accéder au logement et essayer de se défendre comme Monica ou Stéphane, alors qu'on présente des garanties, hein? Je pense qu'une partie de la réponse, c'est ce que disait M. Béraud tout à l'heure, c'est d'offrir aux propriétaires une garantie qui soit vraiment une garantie. On sent bien que tout ce comportement frileux vient du fait que le bailleur a peur de ne pas rentrer dans ses fonds, de ne pas percevoir son loyer. Et il est vrai qu'il existe de multiples cas où ça se passe mal. Eh bien, s'il existait une vraie garantie pour que le bailleur puisse louer sans état d'âme, il sait qu'en cas de problème, il y aurait soit un fonds de garantie, soit ce qui existe aujourd'hui, la GRL. Je pense. Alors justement, il va nous en parler, absolument. Voilà. Il faut l'étendre, il faut l'universaliser, cette GRL. Alors Jean-Luc Béraud, racontez-nous ce que c'est que cette GRL, garantie des risques locatifs, qui apparaît donc sous l'ancien gouvernement. En quelle année? 2007, mais je la déconnecte de tel ou tel des gouvernements, puisque, vous savez, ça a mis 10 ans avant d'être mis en place. Qu'est-ce que c'est simplement pour le grand public? Simplement, c'est une sécurisation dans la relation bailleur-locataire. C'est-à-dire que le bailleur va payer une cotisation, à peu près 2% du montant du montant de loyer, et contre cette cotisation, il aura la garantie absolue, je dis bien absolue, du paiement de loyer et même des dégradations potentielles. Voilà. Donc ce système-là, il existe aujourd'hui, il est financé aujourd'hui. Il faut simplement le faire connaître. Mais on ne le connaît pas, le grand public, on a l'impression qu'on ne le connaît pas. Est-ce que ça marche? Parce que regardez Stéphane ou Monica, ils n'ont pas eu le droit... Qui est frileux aujourd'hui? Les bailleurs ont été frileux au départ, parce qu'ils se sont dit, demain on va raser gratis. C'est-à-dire qu'il va y avoir une déresponsabilisation du locataire. Au bout de 5 ans de fonctionnement, je le dis de manière très très claire en public, il n'y a pas de déresponsabilisation du locataire. Hein. Deuxième élément, c'est le mode de distribution aujourd'hui qui est en cause. C'est-à-dire ce sont les assureurs qui doivent diffuser le produit. Sauf que les assureurs ont mis en place un système qui est, lui, pour le coup, je reviens sur ce que vous disiez tout à l'heure, monsieur, discriminant. C'est-à-dire, je sépare le bon grain de l'ivraie, permettez-moi de le dire comme ça. Ouais. C'est-à-dire les personnes qui ne représentent pas de risque potentiel, enfin du moins sur le papier, on les met dans un système à part,
Et ceux qui représentent un risque potentiel, on les met dans un autre système qui est le système mutualisé. Alors ça ne peut pas marcher. Alors Monica, votre conclusion, parce qu'il faut dérouler cette émission. Je suis tout à fait d'accord, mais en fait, dans mon cas, j'arrive même pas à pouvoir aller plus loin. J'appelle, je me présente. Une fois, j'ai même donc parlé de mon salaire et de combien d'années j'étais sur mon poste, 14 ans. La personne ne m'a pas donné de possibilité de visiter les biens. Donc, j'arrive même pas jusqu'à un cautionnaire. Voilà. Simplement, hein, ça prend 10 secondes. Voilà, vraiment 10 secondes. Si le système, comme vous le disiez très justement, était généralisé, tout à fait. Hein, à ce moment-là, votre propriétaire ne devrait pas se poser la question. Bon, allez, je vous emmène ailleurs. Merci, on continue cette émission. Restez bien avec nous. On va du côté du logement rural. C'est Franck Baudreau qui s'est posé la question. Allez, on va faire un petit tour à la campagne. Est-ce que c'est mieux à la campagne? Regardez. Le coin est tranquille. La commune de Viessois est à 7 km de Vire. 823 habitants, 160 enfants à l'école. 2 commerces. La vie, quoi. Juste à côté de l'église, une belle bâtisse. Alors où sommes-nous là? Nous sommes devant l'ancien presbytère de Viessois, donc, qui a été réhabilité en logement social. Il y avait besoin de logements sociaux ici sur votre commune? On avait besoin de logements sociaux, pas spécifiquement. Nous avons déjà des 7 logements sociaux sur Viessois, mais il était important pour nous aussi de restaurer ce presbytère. Et la solution, c'était de le transformer en logement social. C'est un pari. La commune augmente toujours de 50 à 70 habitants tous les 5 ans. Donc c'est aussi une manière de faire augmenter sa population. Rien de tel que la mixité sociale pour rendre un village vivant, simplement. Ce logement refait à neuf est habité depuis 1 an. Petite visite. Donc la cuisine. La cuisine, qui est grande. Oui. Qui est très grande. Vous aviez besoin d'une superficie... Oui, bah, on a 7 enfants, donc... Famille nombreuse. Voilà. Oui, c'est pas évident de trouver des grands logements dans des prix raisonnables. Là, vous avez beaucoup de surface, là? Oui, 136 mètres carrés, je crois. On continue la visite? Oui. La famille habite ce grand T5 pour 680 €, charges comprises. Il est 30% moins cher que dans le privé, mais il est soumis aux conditions de ressources du foyer. Vous vouliez absolument habiter à Viessois ou ça a été juste l'occasion? C'était l'occasion. Oui, il n'y a pas une accroche particulière, vous avez juste trouvé la maison que vous vouliez ici? Oui. C'est ça, hein? Oui, c'est ça au départ. Après, c'est vrai que je regrette absolument pas parce qu'on est bien ici. C'est calme, c'est tranquille, l'école est super. Le bon plan, donc. La vie reprend dans l'ancien presbytère de Viessois. Qu'en est-il à 70 km de là, dans le Sud-Manche, à Saint-Laurent-de-Tergat? Depuis 20 ans, la municipalité réhabilite son patrimoine en logement pour tous. Donc voilà. Alors où sommes-nous? Alors où sommes-nous? C'était autrefois l'école privée, qu'on appelait l'école des filles, qu'on disait autrefois. La vieille école a laissé place à 3 appartements. Tout ça, c'est un patrimoine communal, purement simplement. Donc ça permet effectivement d'avoir des logements, et ces logements-là, c'est vrai qu'ils sont toujours loués parce qu'effectivement, c'est pas loué cher, quoi. Intriguée par notre présence, cette ex-parisienne pointe le bout de son nez. Elle habite ici depuis 3 ans. Non, c'est très raisonnable. Un grand F3 comme j'ai ici, en région parisienne, j'aurais payé peut-être 600, 700 €. Là, c'est dans les 200, 300, pas plus. Ah oui. Très intéressant. Hein. On a chacun son petit garage et tout. Puis on est tous à l'écoute des uns des autres. S'il y a un petit truc, eh ben, hop, on en parle. À ma voisine, elle a eu un petit souci. Bon, ben, j'étais inquiète. On prévient les voisins. C'est pas comme dans les grands immeubles à Paris où chacun s'enferme et... Oh non, moi, je suis heureuse. Et puis, je mourrai ici. Hein. Le presbytère, l'ancienne école, l'ancienne mairie, en tout, la municipalité propose une trentaine de logements à la location, comme celui-ci, vacant, pas pour longtemps. Ça vous donne un petit peu une idée de ce que l'on réhabilite depuis un certain nombre d'années. État neuf. État neuf. Grand logement. Grand logement. À louer combien? Oh, ben, on va dire entre 300 et 320 €, quoi. 320 € pour un F4 à 15 km d'Avranches. L'opération immobilière séduit toutes les générations. On a autant de jeunes ménages ou de personnes seules ou célibataires par rapport aux personnes âgées. Il y a une très mixité. Tout à fait. Donc, pour vous, le pari est réussi? Pari réussi.
notre bourg-vie. C'est ce que l'on peut dire, et les gens sont ravis de voir justement qu'il y a eu des choses qui ont été réalisées, et les logements ne restent pas vacants plus d'1 mois, voire 2 mois, tout au plus, et après, bien, ça revit de nouveau. Et le cœur de la campagne bat encore. C'est vrai qu'elle est jolie, la campagne normande, et puis ce sont des bons plans, n'est-ce pas, Chanou? Oui, il y a plein de solutions en campagne. Regardez, par exemple, il y a ces logements collectifs, là, c'est très sympathique. On a les voisins, en plus, qui sont très chaleureux. Bon, vous avez un problème de fan de carottes, vous frappez à la porte, ils vous les donnent et tout. Il y a une vraie solidarité, il faut le savoir. Hein. La campagne, c'est pas le désert rural, regardez. C'est fantastique, ça. C'est vrai, il ne faut pas avoir de regard citadin. Tiens, il dirait ça, on va l'accueillir. C'est Franck Baudreau qui va nous rejoindre. Bonsoir Franck. Bonsoir Jean-Loup. Ouais, c'est tellement vrai. Pas de regard de citadin sur la campagne, c'est ce que vous m'aviez dit avant cette émission. Quand même, quand on voit votre reportage, on dit que c'est bien la campagne, épatant, pas de bruit, pas de nuisance. Oui, on peut presque dire ça. C'est-à-dire que, par exemple, le presbytère de Viessois que l'on a vu tout à l'heure, bon, alors il est très très bien situé hein, au niveau du bruit. Il est entouré par 2 cimetières, l'ancien, le nouveau. Donc là, effectivement, niveau bruit, on est tranquille. En revanche, à 20 mètres de la maison, il y a la ligne ferroviaire, le Paris-Granville. C'est 10 trains par jour, à 20 mètres de la maison. Donc vous voyez, même à la campagne, il peut y avoir des nuisances. Bon, alors ces 2 communes sont actives, on le voit bien. Est-ce qu'on peut généraliser à toutes les communes bas-normandes? Non, alors déjà, c'est vrai que le prix du mètre carré est toujours moins cher à la campagne. Mais là, à Viessois, nous parlions de logement social. Et le logement social est toujours moins cher que les autres types de logements, que ce soit en ville ou que ce soit en campagne. Et pour répondre à votre question, il est vrai que toutes les communes ne peuvent pas suivre l'exemple de Saint-Laurent-de-Tergat, dans le Sud-Manche. Parce qu'ils sont riches. C'est une commune qui est riche. Elle a sur son territoire, on va dire, une sorte de centrale de stockage d'électricité. Un relais à la centrale de Flamanville pour redispatcher l'électricité. Et ça lui apporte une manne financière chaque année. Quelques centaines de milliers d'euros. Grâce à cet argent, la commune investit, achète les maisons qui sont à vendre, les réhabilite et ensuite les propose à la location. Elle les propose à un prix, vous avez vu, très attractif, absolument. Ce qui permet de garder les habitants sur sa commune, voire d'en attirer. Mais évidemment, cette politique-là, toutes les communes n'ont pas les moyens d'appliquer cette politique-là. Alors j'avais envie de vous poser à vous la question du transport. Je vous la pose et puis on va la poser à nos invités parce qu'elle se pose cette question du transport. Peut-être avant vous, Franck, Anne Marchal, vous vouliez réagir à cette question du transport parce que vivre la campagne c'est bien mais quand même. Alors la question du transport et même plus largement ce que vous venez de dire juste à l'instant, c'est vrai que dans la région Basse-Normandie, globalement, c'est un enjeu pour les communes de l'espace rural de pouvoir maintenir et attirer de nouvelles populations. Et le logement fait partie des outils qui vont permettre de mettre en œuvre ce type de stratégie. Après, c'est vrai qu'en termes de transport, faut bien réfléchir parce qu'un logement trop éloigné, on sait très bien que même si le loyer est petit, même si c'est un logement rénové, bien rénové, donc avec des charges locatives qui vont être supportables, si les frais de transport correspondent à un loyer pour ça peut faire un exploser logement, ça fait exploser les choses. Qu'est-ce que vous en pensez, Franck, de cette question du transport? Alors, il y a ça, il y a le surcoût, c'est-à-dire en frais d'essence, par exemple, pour se rendre en ville, etc. Il y a aussi la dépendance. C'est-à-dire que, par exemple, cette femme qui habite le presbytère de Viessois, elle n'a pas le permis de conduire. Oui. Elle a 7 enfants. Et notamment pour faire venir le médecin lorsqu'un enfant est malade et que son mari est parti travailler. Elle n'a pas le permis, elle est coincée. Ensuite, il lui reste donc cette solution, convaincre le médecin de se déplacer, de venir chez elle. Vous savez qu'en ce moment, c'est de plus en plus difficile de faire déplacer les médecins. Donc là, c'est une vraie galère pour elle. Et d'ailleurs, son dernier accouchement a été un peu galère, comme elle nous le disait lorsque nous tournions ce reportage. C'est-à-dire qu'elle habite juste à côté de Vire, mais la maternité de Vire est fermée. Et ce sont les pompiers qui sont venus la chercher pour qu'elle aille accoucher à Flers. Il était vraiment grand temps qu'elle arrive à la maternité de Flers. Oui, avant de voir dans quelques instants une manière aussi de se loger, une manière un peu insolite, quand même, Jean-Luc Béraud, ça doit vous plaire, en fait, ce qu'on dit, d'une certaine façon, ce que dit Franck, parce que c'est pas le logement d'un côté, et puis la vie qui serait décontextualisée des autres problèmes. Oui, non, mais évidemment que ça me plaît. Ce que j'ai retenu dans cette affaire, parce qu'il y a c'est du logement social, vous dites, mais je crois que c'est aussi des systèmes dits de l'ANA, c'est-à-dire l'Agence nationale d'amélioration de l'habitat, qui fait que des propriétaires privés peuvent aussi rénover leur logement, en fait.
Regardez comment Chenu vous regarde. Oui, je sens bien que Anna, déjà, ça... Ouais, c'est le prénom. Ça doit lui évoquer quelque chose. Ça n'a rien de médical, là, je rassure. C'est Anna, bon. pas Anna. Ah oui, c'est pas Anna. C'est pas Anna Chigula. Attendez. C'était pas non plus... Voilà, c'est pas une maladie. Allez, attendez. Restez avec nous. On va dérouler. On reviendra sur cette question dans quelques instants. Se loger dans des locaux d'entreprise, vous savez que ça existe. Alors, je ne sais pas si le grand public le sait. C'est un reportage de Kenel Louis. Alors, ce qui est assez incroyable, c'est que pour 195 € par mois, vous pouvez avoir un 100 mètres carrés. Mais alors, dans quelles conditions? Regardez. On est sur un immeuble de bureau, en fait, qui est occupé par 2 résidents temporaires. Et donc, on vient leur rendre visite pour voir comment ça va. 2 résidents occupent actuellement les 900 mètres carrés de ces locaux d'entreprise désaffectés. Eric a été le premier à s'installer. Bonjour Olivier. Bonjour Eric. Ça va? Comment ça va? Ça va bien? Très bien. Entre. Bon, je t'en parfait. prie. Bon voilà, je suis bien installé. Parfait. Un mois de travail, et puis voilà, j'ai tout ce qu'il faut, j'ai le confort. C'est plutôt ma chambre, hein, c'est D'accord. là où personne ne rentre. Enfin, j'ai fait mon bureau, ma basse, tu vois, j'ai mon sport ici, mes petites affaires là-bas, et puis voilà. Bon, vous êtes plutôt bien installé alors? Oui, là, sans problème. Hein. Je fais pas la différence entre avant et après. Là, j'ai de l'espace. D'accord. Et puis un cadre de vie formidable. Avant, Eric vivait dans le centre-ville de Caen, un 24 mètres carrés qu'il payait 417 € par mois. Ici, il occupe son 2 pièces pour 195 € par mois, charges comprises. La contrepartie, il devra partager des pièces communes avec les futurs résidents, la cuisine et les salles de bain, et les entretenir. 3 douches, 3 WC, 4 lavabos. Elles sont toujours bien. Ouais, c'est propre. À vrai dire, j'utilise pas celle-là, j'utilise celle qui est au fond du couloir. C'est vrai qu'il y en a une autre aussi. Elle est plus fonctionnelle, elle est plus chaude. Voilà. Des inspections comme celle-là sont régulières auprès des résidents pour s'assurer que le règlement est bien respecté. Un règlement qui est omniprésent dans les locaux. A7, à mon avis, moi, je l'ai accepté parce qu'il n'est pas draconien, il est... Voilà quoi, il ne faut pas remplacer les serrures, pas fumer dans les locaux, pas de bougies, ça me paraît, pas d'animaux, bon voilà, la tranquillité, mais ça, je me sens concerné par ça parce que heureusement qu'il y a ce règlement, il s'applique pour moi, il s'applique aussi pour les autres et c'est dans l'intérêt de tout le monde. Il y a les futurs résidents qui vont arriver ici? Ouais, là aujourd'hui on est en train de rechercher 5 personnes en plus sur le site, ça fera un total de 7 en fait pour les 900 mètres carrés. C'est Camelot qui gère le casting des futurs bénéficiaires. Ce loft, par exemple, reste à pourvoir, mais le profil demandé aux résidents doit répondre à pas mal de critères. Garantir de revenus réguliers, donc être salarié ou être dans une activité indépendante, mais dans laquelle ils pourront garantir qu'ils ont des revenus réguliers, être au moins ressortissant de l'Union européenne, garantir d'un engagement de relogement par un proche, si jamais nous devons récupérer le bien. Voilà, assez simplement, être majeur, sans enfants, sans animaux. Et puis surtout, accepter de vivre en colocation. L'idée pour le propriétaire est d'éviter que son bien se dégrade. Et pour le résident temporaire, de pouvoir bénéficier d'endroits spacieux, à un coût faible et dans des lieux atypiques. Sachant que pour nous, le principe ensuite, évidemment, c'est que quand un bien s'arrête, c'est d'essayer, dans la mesure du possible, de transférer ces personnes-là sur d'autres immeubles que nous avons en gestion. Voilà, donc la particularité d'un résident temporaire, c'est qu'il peut vivre 1 an dans un endroit, 2 ans dans un autre, ou 6 mois dans un endroit, et à chaque fois vivre aussi bien dans un immeuble de bureau, une maison de retraite, un château. Un château, pourquoi pas? Pour 195 € par mois toujours, aux Pays-Bas, Babs est la gardienne temporaire de cette vaste demeure qui cherche depuis des années un acheteur. Voilà, c'est ma salle à manger. Vous voyez comme elle est grande? Je l'adore. Dans cette pièce, je sens vraiment que je suis dans un château. Sa présence dissuade les squatteurs et permet au lieu d'éviter toute dégradation. En Hollande, 50 000 habitants sont logés via ce concept, dans des locaux commerciaux, mais aussi d'anciens commissariats, des écoles et même des mairies. Ici, par exemple, l'ancien bureau du maire s'est transformé en salon. Paradisiaque, sauf peut-être pour les parties communes. Voilà notre douche. Mais comme elle a été installée dans l'ancienne cuisine, eh bien on ne peut plus ouvrir le lave-vaisselle. Olivier Berbudeau espère bien développer avec le même succès l'entreprise dans l'Hexagone, car selon lui, les Français sont prêts à jouer le jeu et le potentiel est bien présent. On sait aujourd'hui que l'immobilier, par exemple, rien que sur l'immobilier de bureau, il y a plus de 5 millions de mètres carrés qui sont vides tout de suite. En Hollande, vous avez environ 50 000 personnes qui vivent sur ce mode-là. Si on appliquait une simple règle de 3, ça représenterait un total de 200 000 personnes qu'on pourrait loger immédiatement en France.
Le système ne fonctionne que si la préfecture donne un agrément pour chaque logement. Eric fait partie des 10 premiers Français à se lancer dans l'aventure. Kaamelott espère loger 50 personnes d'ici la fin de l'année, pour quelques jours ou quelques mois. Le courrier de tout le monde, c'est moi qui fais le facteur. C'est ça la vie communautaire. Ça marche aussi pour les poubelles. Merci beaucoup pour cet épatant, j'ai envie de dire, sujet. Alors vraiment, le sujet est épatant, tout ça est très idyllique, mais quand même, vous avez réagi, Gérard Bécher, je vous ai vu sourire, et pas vraiment sourire finalement. Oui, parce que ça peut dépanner, mais il faut reconnaître qu'il y a quand même beaucoup de contraintes. Des contraintes à l'accession. On a tous été un peu surpris d'entendre qu'il fallait être de l'Union européenne, pas d'enfants, un travail, etc. Bon. Et puis, des contraintes d'utilisation. Ne pas, j'en ai oublié, mais ne pas avoir, d'être tout seul, justement, ne pas avoir d'enfants, etc. Bon, c'est quand même très contraignant. Ça ne peut pas être la solution générale au problème du logement. Ouais, c'est anecdotique pour vous. Madame Muller, d'ailleurs, est-ce que dans votre agence, on pourrait voir ce type d'annonce, par exemple? Alors, chez nous, pourquoi pas, mais pour l'instant, ce n'est pas du tout très en vogue actuellement. Mais moi, je voudrais rebondir. C'est vrai que les contraintes à l'accession de la location ont l'air d'être identiques, en fait, dans le logement des bureaux que pour les logements dit F2, F3, F4 ou des maisons. Hein. En revanche, est-ce que c'est une demande qui correspond plus alors qu'elle devrait être moindre. On a un loyer de 195 €. On voit mal pourquoi on demande tellement de garanties. Est-ce que ça correspond plus à la jeunesse, Madame Marchal? Est-ce que c'est plus une offre qui intéresse les jeunes? Honnêtement, de mon point de vue, non. Parce que ce sont même pas des logements et c'est encore moins une manière d'habiter. C'est pas un lieu de vie. Ça illustre, je pense, que j'évoquais rapidement tout à l'heure, c'est le logement en fait en train de changer de rôle, de nature, je ne sais pas comment dire les choses. On voit bien qu'on est dans une consommation de services, un échange de services. On commence à échapper, je dirais, à l'image plus traditionnelle du logement, l'habitat familial, avec cette notion de cycle de vie. On va le garder un certain temps et donc, pour moi, c'est ce que ça illustre, effectivement, c'est des mutations contemporaines. Et vous aimeriez qu'on revienne peut-être aussi à des valeurs, j'ai envie de dire des valeurs humaines, comme on va le voir dans ce reportage. Alors là, il y a une association qui s'appelle LIEN, L-I-E-N, Logement Intergénération Normandie, c'est bien trouvé. Ils développent un système, les étudiants jeunes qui vivent avec des personnes âgées. C'est de la colocation, en fait. Vous allez me dire si ça vous intéresse et de quelle manière. Regardez bien, Aurélie Misery signe ce sujet. Bonjour, je m'appelle Sanam, je viens de l'Iran, j'ai 31 ans. Je suis étudiante en droit en première année de droit et deuxième année de master de sciences du langage, parcours FLE, français langue étrangère à l'université de Caen. Mon prénom c'est Madeleine et mon âge c'est 93. Je suis née le 21-1-20. Depuis 3 ans, Sanam vit chez Madeleine. Plus de 60 ans les séparent, mais un lien aujourd'hui les unit. C'est vrai que pour moi, c'est pas une simple personne âgée en ce moment, c'est vraiment ma famille, quoi. C'est quelqu'un qui m'aide, elle est comme ma grand-mère, en fait. Bonjour, ça va? Ça va, faut bien. Ça s'est bien passé? C'est très bien, je peux oui. pas faire. Oui, faut bien. Vous avez faim? Un petit peu. Ici, Sanam est logée gratuitement. En contrepartie, elle donne un peu de son temps, c'est elle notamment qui cuisine. Je m'occupe de ses médicaments aussi, qui est très important. Et en plus, le matin, elle aime bien prendre son pain frais. Il y a une boulangerie qui n'est pas très loin d'ici, je cherche du pain. Et le plus important, je pense, pas seulement pour elle, mais pour toutes les personnes âgées, c'est la compagnie en fait. C'est le fait que... parce qu'elles ont besoin d'être écoutées. La présence de Sanam 7 jours sur 7 rassure toute la famille. Une cohabitation qui permet à Madeleine d'éviter la maison de retraite. Ben oui, c'est mieux pour moi. On discute toutes les deux. Hein? Oui. Quand elle ne sait pas quelque chose, elle me le demande. Quand je peux lui dire, bon, ça peut aller. Regardez, pour la grammaire. Hein? Entre le français et puis chez toi, c'est complètement différent. Oui, tout à fait. Alors, je me suis retrouvée avec la jeunesse. Et ça conserve. Sanam n'avait auparavant jamais vécu avec une personne âgée. Mais elle ne regrette pas ce choix. Pour elle, ce logement à quelques pas de la fac était la formule idéale. J'habitais aussi dans une résidence universitaire.
c'est pas du tout la même chose. Là, on a combien? On a à peu près 20 chambres dans un étage, donc c'est bruyant. Mais ici, comme vous voyez, c'est calme. Je peux travailler tranquillement. Depuis 2007, l'association Lien a mis en place 138 cohabitations dans toute la région. Selon la personnalité et les souhaits de chacun, elle cherche le meilleur partenaire pour la vie quotidienne. Les échecs sont rares et beaucoup de colocataires renouvellent l'expérience. Ça fait 3 ans. Ça fait 3 ans. Et elle a l'air de bien se plaire. Oui, pourquoi pas. Et vous? Moi vous aussi. Êtes contente? Ben oui, pourquoi pas. C'est bien. La preuve, on s'est jamais battu. Je touche le bois. C'était une belle histoire que nous racontait Aurélie Misery avant d'entendre Chenu. Christine Muller, l'agent immobilier, ça vous plaît cette histoire? Oui, je trouve ça très touchant et je trouve ça très intéressant de mettre en synergie en fait deux générations qui sont antagonistes et qui se rencontrent grâce à ces besoins en fait de logement, et la personne âgée a besoin de la présence. Mais je suis vraiment content. Je voulais vous entendre le dire avant d'entendre Chenu. Parce que franchement, écoutez, ces jeunes qui n'ont pas d'argent, de poche pour sortir, vous avez besoin de sortir, voyez, vous piquez le sac de la vieille, Madeleine, elle est totalement sourde en plus, et vous allez en boîte, c'est génial, quoi. Écoutez, franchement, c'est une très très bonne solution. Ne donnez pas des mauvaises idées aux jeunes qui regardent peut-être cette émission. C'est du bon sens. Allez, tiens, du bon sens, on va en avoir maintenant. Et on accueille le monsieur Internet de Basse-Normandie, France 3, dans l'heure France 3, Basse-Normandie, Laurent Cambra. Bonsoir Laurent. Bonsoir Jean-Loup. Bon, alors, les bons plans sur Internet, il y en a pour la colocation ? Oui, il y en a parce que ça s'appelle le co-hébergement. Vous avez entendu parler du covoiturage. Eh bien, c'est le même principe. Sauf que là, ça ne bouge pas. Voilà, ça ne bouge pas, c'est fixe. Vous avez une pièce chez vous, une chambre qui n'est pas occupée. Eh bien, vous pouvez la proposer à quelqu'un pour une durée plus ou moins longue et en échange, il vous verse une petite participation aux frais. C'est ce que propose le site cohébergement.fr. Alors, sur ce site, pour commencer, on vous explique le principe. Et puis, il y a des offres de logement. Vous tapez la ville où vous voulez loger. Par exemple, moi, j'ai tapé Toulouse et j'ai trouvé étudiante propose matelas gonflable dans un appartement proche du centre-ville, 10 € la nuit, c'est pas cher. Bon, là, c'est un peu extrême, il y a aussi des chambres avec un vrai lit, et c'est vraiment des prix défiant toute concurrence, même à Paris, à partir de 35 ou 40 € la nuit. Dites Laurent, on se connaît, mais est-ce qu'on peut choisir son locataire? Alors, on peut plus ou moins choisir son locataire, parce que sur le site, chacun a un profil. Et donc, tous ceux qui ont eu affaire à vous vont donner un avis public, et si l'expérience s'est mal passée avec vous, vous êtes grillé sur le site. Et puis, ceux qui passent l'annonce, qui reçoivent, peuvent préciser leurs conditions, comme par exemple, pas de fumeur. J'ai aussi trouvé je ne prends pas les hommes seuls ou encore je n'accepte pas les couples. Bon, pas mal. Alors, donc louer, c'est aussi une source de revenus finalement pour ces personnes. C'est une source de revenus parce que se loger, vous n'arrêtez pas de le dire, ça coûte de plus en plus cher. Alors c'est vrai que si on a une chambre vide et puis qu'on peut la louer de temps en temps, c'est toujours ça de prix. On va le voir sur cet autre site qui s'appelle chambrealouer.com et qui marche très bien. Vous avez des chambres à partir de 15 à 20 € la nuit dans toute la France. Ça peut aussi se louer à la semaine ou au mois. Alors bien sûr, dans la plupart des annonces, il est précisé que vous allez partager le salon, la cuisine et bien souvent la salle de bain et les toilettes avec vos hôtes. On n'est pas à l'hôtel, c'est chez l'habitant. Il faut quand même dans un état d'esprit de rencontre et de convivialité. Le but, c'est quand même que chacun s'y retrouve financièrement. Oui, comme Chenu, quoi. Et puis si on n'a pas... Qu'est-ce qui se passe encore? Et si on n'a pas... Si on veut dépenser 0 centime, par exemple. Alors, on peut aussi louer une chambre en échange d'un service. Ça peut être, par exemple, faire les courses, faire le ménage. Souvent, c'est garder les enfants. Ça peut être aussi beaucoup plus original. J'ai trouvé des gens qui proposent une chambre à une étudiante espagnole et la contrepartie, c'est juste le plaisir de sa conversation, mais en espagnol. Bon, Laurent, existe-t-il... Le plaisir de sa conversation on va pas recommencer vos histoires de matelas gonflables. Oui, genre justement, existe-t-il des services pour les parents divorcés? Ah oui, alors là, c'est pour les parents qui sont éloignés de leurs enfants, qui ont besoin de trouver un logement comme ça le week-end ou pendant les petites vacances, pour qu'ils puissent passer du temps avec leurs enfants sans les faire voyager et sans se ruiner en logement et en hôtel, etc. Eh bien, il y a un site d'entraide qui s'appelle Astuces Parents, qui propose d'échanger des logements. Il faut être inscrit, vous vous mettez en relation avec d'autres membres, et puis là, vous pouvez trouver un échange de logements régulier. Là, bien sûr, on est dans le domaine de l'entraide et de la solidarité, c'est pas du tout du business. Alors là, il y a des bons plans, merci Laurent, vous restez avec nous, mais il y a aussi des mauvais plans. Qu'est-ce que c'est, Gérard Bécher, cette histoire des marchands de liste, là? Racontez-nous.
Alors là, c'est de la location, mais de la location avec de mauvais moyens. C'est-à-dire un marchand de liste, c'est juste quelqu'un qui vous fournit une liste de petites annonces. Il n'a pas de mandat pour faire visiter, il n'a pas de mandat pour faire signer le bail, etc. Il vous vend une liste de petites annonces. Très souvent, on est déçu parce que ça ne correspond pas à ce qu'on a demandé. On a payé très cher et surtout, en général, on nous demande de payer avant d'avoir la liste, alors que la législation est tout à fait claire sur ce point. On a le service d'abord et on devrait payer après. Laurent ? Peut-être, non? Oui, est-ce qu'il n'y a pas justement en ce moment une petite polémique avec des étudiants qui demandent une interdiction de ce système-là? Oui, bien sûr, oui, pas seulement les étudiants. Nous-mêmes avons déposé une plainte l'an dernier contre un marchand de liste à Caen. Nous y sommes allés en caméra cachée et on a montré de façon tout à fait claire on exigeait le paiement avant de nous remettre la liste de logements. Plainte a été déposée auprès du procureur, c'était au mois d'août dernier. Malheureusement, à ce jour, aucune nouvelle de cette plainte. Peut-être classé sans suite. Ce système de liste n'est pas tout simplement obsolète. Il y a tellement d'annonces. Vous avez raison de le faire remarquer. On trouve beaucoup d'annonces gratuites. Au lieu de donner 190 € à marchand de liste, voyez plutôt sur Internet, voyez plutôt les annonces gratuites. Vous trouverez votre bonheur aussi bien. Absolument. Alors, est-ce qu'on vient toujours vers vous, Anne Marchal, l'Union régionale pour l'habitat des jeunes, puisqu'il y a Internet aujourd'hui, et on peut, chacun d'entre nous, aller, et surtout les jeunes, vers Internet. Est-ce qu'on s'adresse quand même à vous? Et pourquoi? Pour quelles raisons? Pour quelles bonnes raisons? Alors, en fait, les raisons qui font que les jeunes se tournent vers le réseau, soit des foyers de jeunes travailleurs, ou autrement dit résidence habitat jeunes, ou des services d'information logement, je suis obligée de faire court, mais en fait, elles sont multiples et je pense qu'il faut expliquer et déconstruire un certain nombre de choses concernant les jeunes. Ah bien, allons-y. Dites lesquelles. Ce qui se passe en fait en moyenne sur les 4 à 5 premières années de présence sur le marché du travail, les jeunes sont extrêmement... on les oblige à de multiples mobilités. On sait que maintenant les parcours sont instables, un CDD, on retourne vers la demande d'emploi, un stage, un accès à la formation, etc. Donc, dans ce contexte d'instabilité et d'incertitude, des revenus moins élevés, globalement 30% que les plus âgés, totalement instables, pas de droit au chômage, sauf certaines conditions, etc. À l'opposé, pour trouver un logement, c'est des démarches beaucoup plus longues. Plus des coûts, on a vu le préavis, la recherche, il ne faut pas que ce soit trop loin, on a dit tout ça. Donc là, ce qu'il faut bien dire, la première chose, je pense qu'il faut savoir, c'est que vraiment, les jeunes sont exposés à des mécanismes contradictoires dont ils ne sont pas du tout responsables et qui sont des mécanismes de marché. Jean-Luc Béraud, peut-être, à ce que vient de dire Mme Marchal. J'adhère complètement à ce que vous venez de dire. Et par rapport aux deux, trois reportages qu'on vient de voir, moi je dirais pas que ce sont des mesurettes ou des solutionnettes, ces affaires-là. Mais on n'est pas au cœur du débat. Le débat, c'est comment on produit 1 million de logements en France. C'est pas moi qui le dis, notamment Michel Mouillard, professeur d'université, qui a fait une étude là-dessus très complète, qui dit qu'il manque aujourd'hui 1 million de logements en France économiquement accessibles. C'est-à-dire que ce qu'on construit aujourd'hui, ce sont des logements qui ne correspondent pas, on revient, aux revenus de l'ensemble de la population. Alors justement, voilà le sujet. Alors j'entends bien. Alors justement, Jean-Luc Béraud, on a un reportage à vous proposer maintenant. Ce sont les papillotes. Ça a été créé en 2005, la société La Plaine Normande. Qu'est-ce que sont ces papillotes? Bien, regardez bien ce reportage, on en parle tout de suite après. Ça s'adresse à des personnes de plus de 60 ans. On regarde. Lui, c'est Bernard. Elle, c'est Ginette. En 2009, ils ont rejoint la ville d'If, dans le Calvados, dans une habitation baptisée Papilloft, parce qu'un jour, il a fallu quitter Torigny-sur-Vire. Bien, c'est des problèmes de santé, parce que je suis tombée malade. J'ai pu être suivie qu'au CHU et à Baclès. On va ranger ça. On a une petite maison de plein pied, avec toute commodité, le tram à côté. 470 € de loyer mensuel. 55 mètres carrés de bonheur. C'est la surface de ces petites maisons que les occupants peuvent s'approprier. Visite guidée et tour du locataire. Bien là, on a tout transformé parce que quand on est arrivé, c'était un meuble blanc avec l'évier, bien sûr. Vous avez la salle de bain avec la douche au sol, et qui est quand même très pratique. Les water un peu surélevés, spécial pour personnes handicapées. Avec la rampe, tout est installé quand on a pris le logement.
Elle est grande, hein, cette chambre? Oui, c'est assez spacieux quand même. Une ouverture ici qui donne carrément sur la terrasse. Ce sont des volets roulants et tout ce qu'il y a de pratique. Alors, le petit extérieur, quand on est arrivé ici, c'était donc une dalle en ciment et on a fait un carrelage. C'est bien isolé, c'est pas dur à chauffer du tout. Moi, je suis frileuse. Je devrais peut-être pas le dire, mais 21-22. Là, il y a combien là? Combien? 21-6. 21-6. On allume la télé, bien sûr. Pour la tête, on prend notre petit coussin et voilà. Donc en fait, cet espace-là vous permet ça quand même. Ces deux fauteuils-là, par exemple, qui prennent de la place, c'est pas un problème. Ah bah non, non. Moi je les supprimerai pas. Non. On pourrait se contenter que du canapé, mais ce serait quand même dommage de supprimer les fauteuils. Bah oui. Pour l'architecte Jacques Millet, pour Hervé Robin, le directeur de la Plaine Normande, l'organisme qui commercialise ces papilofts, ces logements correspondent à une demande actuelle. Des lieux de vie adaptés pour des personnes de plus de 60 ans. L'idée, c'était de faire un ensemble d'habitations pour personnes qui sont entre l'âge adulte et puis le début du 3e âge et qui gardent toute leur autonomie, mais dont les bâtiments sont suffisamment adaptés pour faciliter la vie en évitant les seuils, en évitant les couloirs, en facilitant la vie des gens. On n'a pas révolutionné le mode de vivre ensemble avec ce concept, il faut que les choses soient claires. Je veux dire que l'humanité reste l'humanité. Simplement, on offre un service à des personnes qui ont un certain âge pour faciliter leur vie. Et la taille aussi est conçue pour pas aller, que ce soit trop élevé. On n'est jamais à plus de 15 unités pour éviter qu'il y ait des clans qui puissent se former. Ce sont des gens qui sont âgés d'au moins 60 ans et qui sont encore valides puisque c'est un logement social ordinaire, donc il n'a pas vocation à accueillir effectivement des gens qui ne seraient médicalisés, pas du tout. À If, les bureaux de proximité de la Plaine Normande sont à l'écoute des demandes des locataires. Si tous ici semblent d'accord pour penser que les papilofts sont une piste intéressante pour une population vieillissante, alors pourquoi ne pas les développer ? C'est un concept qui n'est pas si simple à mettre en place parce qu'il faut pouvoir obtenir un foncier disponible plutôt dans un cœur de bourg, puisqu'on refuse de faire des papilofts qui sont éloignés de tous les services. On a besoin d'avoir la proximité des services, des transports pour les personnes qui les occupent, et donc ça demande un certain nombre de contraintes en termes d'organisation qui fait qu'il faut absolument avoir un foncier qui est proche d'un bourg. Voilà, merci beaucoup. Alors, je ne sais pas si vous connaissiez les papilofts. Vous connaissiez, vous, ça, Sean? Oui, moi, il faut adopter des petits vieux chez soi. On met une niche, voilà, et puis c'est très attachant. En plus, quand il y a un voisin qui arrive et qui n'est pas... Ouais, ça aboie, un vieux. Il nous reste très peu de temps. Peut-être un mot de conclusion avec chacun d'entre vous. Christine Muller, vous, qu'est-ce que vous voulez nous dire, finalement, en fin d'émission? Est-ce que c'est le moment d'acheter? On nous a posé cette question. Oui, c'est le moment d'acheter, parce que les prix sont bas, les taux d'intérêt sont encore un peu bas, oui, voilà, en ce moment. Ça remonte là. Et donc, pour rebondir sur le Papiloft, l'idéal, c'est d'être propriétaire avant sa retraite, parce que c'est la meilleure économie qu'on puisse faire, sachant qu'à sa retraite, on diminue son train de vie, et le fait d'être propriétaire, ça évite... Voilà, c'est le meilleur moyen d'économiser avec un beau patrimoine. Oui, mais sans doute que ça pose aussi quand même la question pour les jeunes gens. Je ne sais pas ce qu'en pense Anne Marchal, mais les jeunes que vous rencontrez, très peu peuvent accéder à la propriété, j'imagine. Ah oui, c'est à peine 5%. Ils sont à 60% dans les petits logements du locatif privé. Alors, qu'est-ce qu'on peut espérer? C'est quoi votre message fort en cette fin d'émission, vous, Anne? Alors, concernant les jeunes, c'est ce que j'ai commencé à évoquer tout à l'heure. Donc, voilà, ces mécanismes contradictoires. Le prix du logement pour eux, et ce n'est pas qu'un problème quantitatif, c'est un problème de fluidité de parcours et d'accès au logement. Et puis, la dernière chose, quand même, plus importante, c'est le manque de confiance à leur égard de la part des bailleurs, mais c'est pas voilà, manque de confiance, voilà. On vous aura entendu. Dans le domaine du logement. Alors vous, Gérard Bécher, votre conclusion, l'UFC Que Choisir, président de Caen. Nous espérons beaucoup dans le projet de loi logement qui est en préparation, et je vais juste dire 3 choses. 1, limitation des loyers, l'encadrement des loyers qui avait existé, qui n'existe plus, le remettre au goût du jour, la généralisation de la garantie locative et la diminution des frais d'agence, et je pense que ça débloquerait déjà beaucoup de situations. Merci beaucoup à vous, Gérard Bécher, d'être passé dans cette émission. Alors, Jean-Luc Béraud, pour vous, le mot de la fin, non, il y aura Chonu après vous, mais quand même, Jean-Luc. Écoutez, pour ce qui me concerne, je voudrais, moi, attirer l'attention sur un rapport qu'on vient de rendre avec le CREDOC, qui dit de manière très, très claire
que 500 000 emplois sur les 5 dernières années n'ont pas été pourvus. Est-ce qu'on peut se payer ce luxe-là aujourd'hui? N'ont pas été pourvus parce qu'il n'y avait pas de logement économiquement accessible à côté. Merci beaucoup, merci aussi à Laurent Cambre. Et puis alors Chenu, pour vous, le mot de la fin, vous avez été brillant dans cette émission. Moi, j'ai été brillant, mais écoutez, il y a du terrain à bâtir. Hein. Regardez, monsieur, là, il faut vous mettre des implants et vous allez voir, on va faire une très belle zone pavillonnaire, voilà, et c'est merveilleux, comme. Hein, qu'est-ce que vous en pensez? Il va falloir me construire tout ça là-dessus, là, c'est un peu vide en ce moment, là. Allez, alors, à l'attaque. merci beaucoup, Emmanuel, merci à tous. Je vous rappelle évidemment qu'il y a un site internet, celui de France 3 Normandie. Vous pouvez bien sûr aller glaner, n'est-ce pas Laurent, quelques infos sur ce site. Revoir l'émission. Et puis revoir cette émission, bien évidemment. Et puis on se retrouve le mois prochain pour une émission, ça sera le logement aussi, mais la vie de château. La vie de château, c'est bien la vie de château, ça vous intéresse? Bah oui, il y a même des problèmes pour les gens qui vivent dans les châteaux. Allez, salut. Merci à Nathalie Valin qui a préparé cette émission, Loïc Le Marchand qui l'a réalisée. À bientôt.